Bienvenue dans Le Monde selon l'IFRI, un podcast de l'Institut français des relations internationales. Je suis Marc Ecker, directeur adjoint de l'IFRI et rédacteur en chef de la revue Politique étrangère. L'objectif de ce podcast est de vous donner un aperçu de la richesse de la production de l'IFRI et de transmettre des clés de compréhension du monde dans lequel nous vivons. Pour cet épisode, j'ai le plaisir de recevoir Michel Kazatchkine, qui a eu une riche carrière de professeur, chercheur, praticien et diplomate dans le domaine de la santé. Il a notamment dirigé le département d'immunologie clinique de l'hôpital européen Georges Pompidou. Plus tard, il a été nommé ambassadeur chargé de la lutte contre le VIH-Sida, puis directeur du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme. Plus récemment, il a fait partie du panel indépendant d'évaluation de la réponse mondiale au Covid. Michel Kazatchkine est par ailleurs un intervenant fréquent à la World Policy Conference et il a publié dans le numéro d'été de la revue Politique étrangère un article intitulé « Se préparer et répondre aux pandémies ». Michel Kazatchkine, bonjour et merci d'avoir accepté de venir à ce micro. Bonjour et merci de votre invitation. Je vous remercie d'autant d'être présent aujourd'hui dans les locaux de l'IFRI que vous descendez tout juste de l'avion. Vous étiez à Johannesburg pour une réunion du groupe santé du G20 et on en reparlera évidemment au cours de ce podcast. Mais d'abord, commençons par votre intervention à la World Policy Conference en décembre 2024. Vous aviez démarré vos propos par un bilan saisissant de la pandémie de Covid-19. Pourriez-vous, s'il vous plaît, nous en rappeler les principaux points ? Oui, merci. J'avais souhaité faire ce bilan au début de mon intervention parce qu'on a oublié. Le monde politique a oublié, la société a oublié l'ampleur de la catastrophe qu'a été la pandémie de Covid. Alors laissez-moi rappeler quelques chiffres en rappelant tout d'abord qu'il s'agissait là de la pire crise sanitaire et économique depuis plus d'un siècle, en fait, depuis la grippe espagnole de 1918. Le nombre de décès que l'on estime être survenus est de plus autour de 30 millions ou plus. Il ne s'agit pas de décès liés toujours à un problème médical, à une pneumonie. Il s'agit beaucoup de décès liés aux conséquences économiques et sociales de la pandémie et à l'absence de couverture sociale et de protection sociale dans de nombreux pays. Parmi les chiffres frappants, le fait qu'au pic de l'épidémie, en 2020, 90% des écoliers dans le monde n'ont pu se rendre à l'école. Un autre chiffre, au moins 150 millions de personnes ont basculé dans l'extrême pauvreté. Et enfin, on estime que 22 000 milliards de dollars de productivité auront été perdus entre 2020 et 2025, soit le choc le plus profond subi par l'économie mondiale depuis la Seconde Guerre mondiale, avec une récupération progressive et pratiquement achevée pour les pays riches, mais pour les pays pauvres et les pays sévèrement endettés, on est encore dans la traînée et on n'a pas encore récupéré. Et puis, il ne faut pas oublier deux choses. La première, c'est que la pandémie continue d'avoir un impact profond sur nos vies et nos sociétés, car de nombreuses personnes vivent avec ce qu'on appelle le Covid long et des symptômes persistants. Et puis, dans les pays pauvres, la reprise économique n'est toujours pas là, elle s'essouffle. Et le deuxième point, particulièrement frappant pour une discussion géopolitique, c'est que, alors que les agendas de tous les G7, G20, BRICS, ASEAN, Conseil de l'Europe ne portaient que sur la santé, il y a 5 ans, ce sujet a complètement disparu de l'agenda politique et ça, c'est inquiétant. Parlons de la gestion de cette pandémie qui a été beaucoup critiquée à l'époque. Vous avez fait partie, je l'ai dit, d'un panel indépendant. Il faut que vous nous expliquiez ce qu'était ce panel. Et est-ce que vous pouvez nous expliquer aussi quelles étaient les principales conclusions tirées par ce panel au sujet donc de la gestion de la pandémie, notamment peut-être dans le domaine des vaccins ? Oui, donc ce panel a été appelé par l'Assemblée mondiale de la santé. L'Assemblée mondiale de la santé, c'est l'organe de gouvernance de la santé mondiale qui est à Genève, dont le secrétariat est assuré par l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS,
et c'est une assemblée de tous les ministres de la santé du monde. 194 pays font partie de l'Organisation mondiale de la santé et ils se réunissent tous les ans en mai, traditionnellement. Pendant la pandémie de Covid, il y a eu des assemblées extraordinaires du fait des circonstances, avec d'ailleurs beaucoup de retard. La première assemblée extraordinaire s'est tenue en octobre 2020, c'est-à-dire 8 mois après le début de la pandémie. Imaginez une société privée dont le conseil d'administration, alors qu'elle est en train de tomber en faillite, se réunit seulement 8 mois après le début. Et l'Assemblée mondiale de la santé en 2020, dans cette réunion extraordinaire, a dit qu'il nous faut comprendre ce qui se passe, pourquoi nous avons été dépassés. Et ils ont demandé au directeur général de l'Organisation mondiale de la santé, le Dr Tedros, de nommer, ou plutôt d'instaurer, un panel totalement indépendant d'experts de différents secteurs. Il a nommé les 2 coprésidentes, 2 femmes, l'une l'ancienne présidente du Libéria, Ellen Johnson Sirleaf, et l'autre l'ancienne première ministre de Nouvelle-Zélande, Helen Clark. Et ces 2 personnalités ont choisi 11 panélistes qui étaient, pour certains, du domaine médical, dont je faisais partie, mais aussi des économistes, des politiques, et représentant les différents continents. Nous étions 2 Européens, David Miliband, l'ancien secrétaire d'État aux Affaires étrangères britannique, et moi-même. Et nous avons travaillé pendant 8 mois avec le secours d'une armée d'académiques de tous les pays du monde pour arriver à notre rapport que nous mettons à jour et que nous continuons de mettre à jour tous les ans. Voilà. Et en tout cas, le trait le plus frappant, pour ne pas rentrer trop dans des détails ou dans ce qui a été des polémiques un peu inutiles quand on regarde avec le recul, je crois que le trait frappant, ou la tragédie, j'ai envie de dire, de la réponse au Covid, ça a été l'inégalité. Et en anglais, maintenant, on parle essentiellement de l'inéquité de l'accès au vaccin, comme la leçon principale qu'il ne faut tirer. Parce que dès que les vaccins ont été rendus disponibles, c'est 2021, en tout cas les vaccins dans le Nord, qui étaient le vaccin AstraZeneca, si vous vous souvenez, et les vaccins mRNA, c'est-à-dire le Pfizer et le Moderna, les pays riches se sont précipités pour les acheter. Ils les ont achetés à prix fort, puisqu'on a une polémique à Bruxelles en ce moment à ce sujet, et ils ont acheté environ 4 fois plus que ce qu'il leur fallait. Et du coup, il ne restait plus de vaccins disponibles, parce que la chaîne de production a été très très vite saturée. Elle n'était pas prête pour une pandémie. Et donc, tout ce qui avait été mis en place par le système international onusien, et para-onusien à Genève, l'OMS, Gavi, l'Alliance pour les vaccins, le Fonds mondial que vous avez mentionné plus tôt, tout ce système qui avait été mis en place pour acheter, pour des achats groupés, pour réduire les prix, du bulk procurement, comme on dit, et pour redistribuer ensuite ces vaccins achetés dans les pays pauvres, mais il n'y avait rien à acheter. Parce que tout avait été acheté par le Nord. Alors, il y avait une exception peut-être, c'est l'Inde, qui est la grande usine à médicaments et la grande usine à vaccins du monde. L'Inde avait reçu une licence de l'université d'Oxford et d'AstraZeneca pour pouvoir fabriquer ce vaccin. Ce qu'elle a fait, elle a commencé à exporter vers les pays à moyen et à faible revenu, mais est survenue à ce moment-là, dans l'été 21, la vague du variant Delta, vous vous souvenez peut-être de cela, qui a envahi l'Inde, et l'Inde a arrêté d'exporter parce qu'il a fallu qu'elle réponde à ses propres besoins. Donc la crise a été majeure.
on estime que s'il y a plus de 95% de couverture dans les pays riches entre la vaccination et les rappels, elle n'est que de 10 à 15% dans les pays à faible revenu. Et la conséquence de cela, ça a été bien sûr la morbidité accrue, la mortalité, mais aussi la survenue d'autres variants, parce que quand on ne couvre pas bien avec des vaccins, on génère des mutants. Et vous souvenez-vous, le fameux mutant Omicron qui est arrivé plus tard, on l'a détecté pour la première fois en Afrique du Sud. Et enfin, et on reviendra là-dessus, je pense, cela a généré ce que j'appellerais un ressentiment politique du Sud global vis-à-vis du Nord global, un ressentiment qui, j'en suis persuadé, est en grande partie, certainement en partie, des revirements géopolitiques actuels, et en tout cas a quelque sorte construit une solidarité entre les pays du Sud qu'on voit maintenant dans toutes les négociations auxquelles je participe. Bien sûr, ce sont des négociations en santé, mais cet état d'esprit s'est réverbéré dans l'ensemble des négociations qui se tiennent actuellement. On se souvient que l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, avait été beaucoup critiquée à l'époque. Vous nous en avez parlé un petit peu avec cette réunion extraordinaire qui a mis 8 mois à avoir lieu. Quel bilan a posteriori vous tirez du rôle qu'a joué l'OMS dans cette crise? Et puis peut-être pour prolonger la question, comment cette organisation a évolué jusqu'en 2025 avec un événement majeur cette année qui a été le retrait annoncé des États-Unis et aussi de l'Argentine, mais on en parle moins que les États-Unis du fait du poids de ce pays. Oui, écoutez, sur l'OMS, c'est un bilan mixte. Rappelons peut-être les fonctions de l'OMS. L'OMS est chargée de la surveillance de ce qui se passe dans le monde, en particulier de la détection des nouvelles infections. L'OMS a bien été immédiatement prévenue par la Chine de ce qui se passait quelque chose à Wuhan. Mais on a aussi vu la lenteur des processus, car la province de Wuhan prévient Pékin, qui prévient le bureau Chine de l'OMS, qui prévient le bureau Pacifique, région Pacifique et Asie de l'OMS à Manille, qui prévient Genève. Et en fait, l'information était arrivée à Genève par les réseaux sociaux beaucoup plus vite que l'information formelle. Et manifestement, ces processus d'alerte ne sont pas adaptés à l'ère du digital, n'est-ce pas ? Donc là, il y a eu des retards dont on a beaucoup parlé dans la presse. Et puis, il y a eu la seconde fonction de l'OMS, c'est, en cas d'urgence, de voir s'il s'agit potentiellement d'une pandémie. Et si c'est le cas, de déclarer ce qu'on appelle, de faire une déclaration d'urgence internationale de santé publique. Et vous vous souviendrez que l'OMS a attendu une semaine après une semaine d'hésitation. Donc on a beaucoup hésité, on a accusé l'OMS de prendre du retard. Moi, là-dessus, je suis plutôt partagé parce que ces décisions sont très difficiles et surtout, souvenez-vous, la déclaration d'urgence de santé publique intervient à la fin de janvier 2020. Mais en France, autour de nous, personne n'a réagi, alors que c'est la déclaration d'urgence l'acte majeur que l'OMS peut proclamer. Donc moi, je prends toujours l'analogie de l'alarme au lycée Claude Bernard, où personne ne descendait dans la cour parce qu'on ne savait pas si c'était un essai ou une véritable alarme, n'est-ce pas? Eh bien, il a fallu attendre en Europe alors même que l'Italie était déjà submergée, quelque part, on a attendu la deuxième semaine de mars pour prendre des mesures. Donc, le temps perdu a surtout été le temps perdu dans les pays, plutôt qu'à l'OMS. Parce que les pays d'Asie, eux, avaient réagi, alors que nous ne réagissions pas. L'OMS a enfin un troisième rôle qui est le rôle normatif, c'est-à-dire de nous dire ce qu'il faut faire.
est-ce qu'il faut mettre un masque? Est-ce qu'il faut se laver les mains? Et là, force est de constater que l'OMS a hésité parce que la science n'avançait pas à la vitesse que l'on attendait et l'OMS a probablement tardé à reconnaître la transmission par les gouttelettes, les aérosols. Et donc, on a tous bafouillé un peu sur les masques, et ce, indépendamment de la question des stocks de masques. Et enfin, la dernière fonction de l'OMS, c'est de gouverner, c'est-à-dire de rassembler tous les ministres du monde. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, et là, ce n'est pas la responsabilité du secrétariat, c'est la responsabilité des États membres. Il a fallu 8 mois pour que ça se passe. Voilà un peu le bilan. Alors, l'OMS a ensuite commencé à tirer les leçons, puisqu'elle a mis en œuvre ce panel indépendant, et puis ce panel a fait un certain nombre de recommandations. Et dans la première des recommandations, nous recommandions que les recommandations soient suivies, parce que notre premier constat était qu'après Ebola, il y a eu différents panels, et que moins de 10% des recommandations des panels Ebola ont été mises en œuvre à la veille de la pandémie de Covid. Depuis 3 ans, lentement, le processus se met en œuvre et l'essentiel des efforts a été consacré à la négociation du traité pandémique, qui avait été d'ailleurs appelé par Charles Michel, à ce moment-là président du Conseil de l'Europe, mais qui était une des recommandations clés de notre panel. Maintenant, en 2025, l'événement choc, comme vous l'avez dit, c'est le retrait annoncé, il sera effectif à la fin de l'année, des États-Unis et de l'Argentine et peut-être d'autres de l'Organisation mondiale de la santé, c'est-à-dire un retrait du multilatéral que je continue de ne pas comprendre, parce que s'il y a un objet multilatéral sur lequel il y a un consensus, c'est que personne n'est à l'abri, si tout le monde n'est pas à l'abri, n'est-ce pas? Et que c'est une évidence de multilatéralisme, les questions de santé. Et construire un système parallèle ou croire qu'on pourra maîtriser les choses tout seul est une illusion de la part des États-Unis. L'OMS est en souffrance, elle perd 20% de ses ressources, elle licencie du personnel, elle réduit son activité et l'ensemble du système de la santé mondiale va maintenant devoir entrer dans une phase de réforme. Et dans ces réformes, je crois que nous appelons les uns et les autres à ce que l'OMS, qui fait beaucoup de choses, se concentre sur ses mandats essentiels. Et ces mandats essentiels, je reviens, je les rappelle, c'est la surveillance, la détection, l'alerte, le rôle normatif dans tous les domaines de la santé, quels sont les vaccins avec lesquels il faut vacciner, quelles sont les modalités de traitement de telle ou telle maladie, quelles sont les modalités de diagnostic de telle et telle maladie, la préqualification de médicaments, ça c'est son rôle normatif, et enfin son rôle de gouvernance qui devient de plus en plus chaotique dans le climat géopolitique actuel. J'aimerais qu'on reste un instant sur les États-Unis, puisque je le disais, vous revenez tout juste de Johannesburg, où il y a eu cette réunion préparatoire du groupe santé du G20, et les États-Unis étaient absents. Et ce que vous disiez hors micro, c'est que certaines organisations essayent déjà de chiffrer en termes de vie humaine l'impact du retrait, on va dire, plus global des États-Unis, de ces problématiques de santé, de financement de la recherche et de programmes très concrets de prise en charge de malades. Est-ce que vous pouvez nous en parler, s'il vous plaît ? Oui, absolument. L'ONU-SIDA, l'agence interonusienne qui s'occupe du sida, l'OMS sur la tuberculose et bien sûr un certain nombre de grandes universités américaines en particulier, mais aussi Imperial College à Londres, construisent des modèles. Et ils estiment que si tous les retraits qui ont été annoncés jusqu'à présent, parce qu'on a vu aussi aux États-Unis parfois des décisions qui sont reprises d'un jour à l'autre, mais si tous les retraits annoncés se confirment, entre le meilleur et le moins bon des scénarios, on pourrait avoir entre 4 et 10 millions de nouvelles infections par le sida dans les 5 ans à venir, c'est-à-dire une perte
d'abord un très grand nombre de nouvelles infections et une perte des gains qu'on a eu tant de mal à obtenir dans les dernières années. Des chiffres semblables, et puis une mortalité qui pourrait aller de jusqu'à 2 millions de morts qui auraient pu être évitées. Des chiffres absolument semblables à leur échelle sur la tuberculose, sur le paludisme, et des dégâts qui risquent d'être irréversibles. Alors bien sûr, on va vite en disant tout cela est lié au retrait des États-Unis. J'aimerais tout de même dire que les grands pays européens donateurs ont annoncé des coupes drastiques dans l'aide publique au développement. La France, le Royaume-Uni, l'Allemagne, les Pays-Bas, tous des pays traditionnellement donateurs des sujets de santé, la Suède. Donc, il n'y a pas que des coupes américaines. Et ensuite, j'aimerais dire aussi qu'il y a des pays d'Afrique qui sont malheureusement devenus quelque part trop dépendants de ces ressources internationales et n'ont pas pris suffisamment leurs propres responsabilités dans la gestion de la santé publique de leurs citoyens. J'aimerais citer un pays d'Afrique de l'Ouest, francophone, qui a 6,5% de croissance annuelle, qui est un pays dans la tranche basse des pays à revenus intermédiaires, qui produit beaucoup de cacao, et qui dépend actuellement pour 86% du financement de son programme SIDA de l'aide internationale, et ne consacre que 5% de son PIB à la santé. Donc il y a, je nuance un peu cela, mais le choc brutal, c'est bien sûr le retrait abrupt, inattendu des financements américains. Votre article, qui vient d'être publié dans la revue Politique étrangère, porte essentiellement sur le projet d'accord international sur la préparation et la réponse aux pandémies, adopté en avril 2025, donc c'est tout récent. Pourriez-vous, s'il vous plaît, en présenter succinctement les principaux aspects ? Alors, c'est la deuxième fois que l'Organisation mondiale de la santé entre dans la négociation d'un traité international. Elle a le droit de le faire dans sa constitution, article 19 de la constitution de l'OMS. Ce traité a donc été appelé par, entre autres, notre panel indépendant. Il a été très difficile à négocier. Les négociateurs, ce qu'on a appelé le INB, le International Negotiating Board, le groupe des États, de tous les États, avec un bureau qui représentait les 6 régions de l'OMS, s'était donné 3 ans pour le négocier, donc jusque mai 2024. Mais en mai 2024, force était de constater qu'il n'y était toujours pas arrivé. Ils se sont donné une année de plus de négociations difficiles. Et là, il faut saluer d'ailleurs la coprésidente française, Anne-Claire Amproux, notre ambassadrice santé, qui a été coprésidente dans la dernière année de ces négociations. Et on est arrivé donc en avril 2025 à quelque chose, un corpus de 37 articles qui ont été adoptés par l'Assemblée mondiale de la santé et qui portent sur des sujets aussi différents que les modalités de surveillance, la formation des personnels de santé, l'anticipation sur les conséquences économiques et sociales d'une pandémie, l'approche qu'on appelle une seule santé, One Health, c'est-à-dire regarder la santé animale en même temps que la santé humaine, que des questions administratives et de gouvernance, comme comment se tiendront les COP sur le modèle de ce que l'on connaît dans le climat. Mais j'aimerais juste m'arrêter sur 2 articles qui ont été particulièrement difficiles à négocier. L'un sur le transfert de technologie, puisque tout le monde est d'accord maintenant qu'on ne peut plus rester dans un système où les vaccins se fabriquent quelque part aux États-Unis ou en Europe,
ou en Chine, bien sûr, et puis qu'il passe par un système compliqué, par Genève, pour aller après dans les pays du monde. Il faut que chaque région du monde soit résiliente et capable de produire. Et de produire, c'est pas seulement de produire en termes de production, de manufacturing, c'est aussi d'avoir la recherche et le développement pour pouvoir produire les vaccins contre les pathogènes qui sont dans cette région-là. Et l'Afrique a pris des résolutions politiques, l'Union africaine, très claires, en disant que d'ici 2040, puis 2060, elle voudra produire tant et tant de pourcents de ses besoins vaccinaux. Au moment où nous parlons, l'Afrique ne produit que 1% des vaccins dont elle a besoin, 99% d'importation. Donc, pour pouvoir lancer cette... alors on l'appelle dans notre jargon la géodiversification de la recherche et du développement et de la production, il faut du transfert de technologie. Et donc là, on avait tout un éventail d'opinions, depuis les gens qui disent « il s'agit d'un bien commun pour l'humanité », donc oublions la propriété intellectuelle et transférons les technologies et les licences pour tout ce qui est un bien public. Et souvenez-vous, l'Inde et l'Afrique du Sud avaient appelé pendant la pandémie à une levée des brevets. Mais au-delà des brevets, il y a le transfert de technologie, le know-how. Et puis, ça allait jusqu'aux positions, bien sûr, les plus fermes des États-Unis, de l'Europe, de la Suisse, qui disaient non, le transfert de technologie, c'est un contrat entre quelqu'un qui transfère et quelqu'un qui reçoit, et ce contrat doit être négocié entre les deux partenaires. Bien sûr, les ONG répondent, mais c'est un contrat asymétrique où il y en a un qui est puissant et l'autre qui ne l'est pas. Mais finalement, ce terme de contrat est resté dans le traité. Puis le deuxième article difficile, et qui n'a pas été finalement négocié, il est devenu une annexe qu'il faut maintenant renégocier dans l'année 25-26, d'ici mai 2026. C'est ce qu'on appelle le PABS, Pathogen Access, je vais plutôt dire de quoi il s'agit que d'aller dans les acronymes anglais. Il s'agit de mettre en place un système qui, en cas d'urgence, garantirait à l'industrie du monde entier, mais bien sûr à l'industrie européenne et nord-américaine, un accès rapide à la séquence des agents infectieux, aux données des séquences génétiques, mais qui, en retour, devrait permettre un partage des avantages concernant l'accès aux vaccins ou l'accès aux médicaments pour les pays qui mettent ces informations à disposition. Et je le disais hors micro tout à l'heure, on a un antécédent, c'est qu'en 2005, l'Indonésie n'avait pas communiqué la séquence du virus aviaire parce qu'elle disait à quoi ça sert, à communiquer, les Américains vont faire un vaccin que nous ne pourrons pas acheter. Et donc ce PABS qui, dans l'état actuel des choses, prévoit que 20% de la production de vaccins en temps réel serait réservée aux pays qui ont communiqué la séquence et aux pays pauvres, va faire l'objet de négociations difficiles. Si cette annexe est adoptée en 2000, et là, pour moi, il ne s'agit plus d'une vraie... il s'agit déjà de diplomatie transactionnelle, quelque part. On entre dans une nouvelle phase de la diplomatie, alors même qu'il s'agit de biens publics mondiaux. Si cette négociation est en succès en mai 2026, les pays pourront alors commencer à ratifier, et il faudra que 60 pays au moins aient ratifié pour que le traité soit mis en œuvre. Donc ce n'est pas pour tout de suite. Donc c'est pour 28, 29, et d'ici là, la probabilité que survienne un nouvel événement épidémique est grande. Si cette probabilité n'advient pas et que le traité entre effectivement en vigueur, serons-nous alors mieux protégés pour faire face à une nouvelle pandémie ? Et j'ajoute un élément qui est de nature géopolitique. Il n'échappe à personne que les tensions géopolitiques s'exacerbent, notamment entre la Chine et les États-Unis.
Dans quelle mesure ces tensions obèrent-elles la capacité du monde à faire face à une nouvelle pandémie ? Alors, dans le traité, et puis parallèlement, ce traité, je ne l'ai pas dit, mais il y avait la négociation ou la renégociation de ce qu'on appelle le règlement sanitaire international, qui est un règlement interne à l'OMS, mais qui dicte aux États la façon de faire. Le fait que quand ils repèrent quelque chose, il faut qu'ils le signalent, n'est-ce pas ? Dans ce traité, sans aucun doute, il y a des articles qui vont aider à ce que la réponse soit plus cohérente, plus rapide qu'elle ne l'a été. Donc, je suis assez positif sur ce que ce traité va apporter, en plus du fait que j'y suis très favorable parce que c'est une marque de multilatéralisme au moment où on en a besoin dans un monde où le multilatéralisme s'effrite. Mais d'un autre côté, il faut apporter plusieurs réserves. D'abord, beaucoup des articles ne sont pas contraignants. Ils encouragent les États à faire. Ils disent que les États devraient commit to, entreprendre de faire telle et telle chose sur tous les sujets les plus sensibles. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que, on l'a déjà dit, ce traité sera mis en œuvre que dans quelques années. Et la troisième chose, c'est que le propre d'une pandémie, c'est de nous surprendre. Et alors même qu'on peut se préparer, on a une liste des pathogènes les plus potentiellement pandémiques, mais la définition même du pathogène X, comme on l'appelle, qui surviendra, ça sera qu'il nous surprendra dans son mode de transmission, dans sa nature, dans sa capacité de répondre à des vaccins ou à des médicaments dont on dispose déjà. Donc, ma réponse est mitigée à votre question. Et puis, bien sûr, il y a le facteur géopolitique. La Chine, tous les pays ont signé, encore une fois, sauf les États-Unis. Donc là, on exclut un acteur majeur. Nous sommes coupés de l'information de ce qui se passe aux États-Unis, puisqu'ils ne communiquent pas d'informations, alors qu'on sait qu'en ce moment, ils ont une épidémie de virus aviaire qui s'est transmis aux mammifères, aux bovins, avec quelques cas humains, donc de H5N1. Et ça nous inquiète tous, parce qu'on pourrait avoir une nouvelle pandémie grippale. Le Canada est particulièrement inquiet, bien évidemment, et Mexico. Et puis, ça nous coupe aussi quelque part de la science américaine qui est gigantesque dans ses contributions, même si le dialogue scientifique continue de se poursuivre. Les tensions avec la Chine, je ne les perçois pas tellement dans ce domaine en ce moment, mais ce que je perçois, c'est vraiment la tension entre le sud global, comme on dit, et le nord global. Il y a cette mémoire de l'inéquité d'accès aux vaccins qui a marqué toutes les négociations pandémiques. Et là, au G20, l'Afrique du Sud, dans sa première intervention, dans son statement d'ouverture, a dit « never again ». Il nous faut travailler à ce que ça ne se reproduise plus. Donc, nous allons travailler à devenir résilients dans les pays du Sud, dans les régions du Sud, et nous allons coopérer entre nous. Le Brésil, au G20 de l'an dernier, avait lancé une coalition pour l'accès aux vaccins et aux médicaments. Le BRICS a lui-même une banque de développement dont on attend qu'elle puisse financer des projets de ce type. L'ASEAN a déjà dit qu'elle va financer des programmes de R&D et de production dans la région. PAHO, qui est l'Organisation mondiale de la santé pour les Amériques, avec la Banque latino-américaine de développement, se sont aussi mobilisés. Donc on est en train de voir une sorte de régionalisation et de réseau dans le Sud, avec
vous avez rappelé que je rentre de 3 jours de négociations du groupe santé du G20. J'ai vu un bloc très clair des pays du Sud contre les pays du Nord. Une Europe qui essaye de dire, écoutez, nous, on est là pour aider. Vous savez que l'Europe et la France ont financé le premier hub de production d'un vaccin mRNA en Afrique du Sud, au Cap. Le président Macron était intervenu dans l'inauguration. Mais quelque part, cette voix a du mal à se faire entendre parce qu'on est dans un climat de défiance. Et je pense que ce climat de défiance est vraiment maintenant une marque de l'agenda diplomatique et géopolitique international. Et la santé, quelque part, a apporté sa part aux ruptures et aux changements qu'on est en train de voir. J'ajoute une toute dernière question. Vous avez parlé plusieurs fois des BRICS et vous avez parlé individuellement de quasiment tous les membres des BRICS, sauf un, si je ne m'abuse, qui est la Russie. Est-ce que vous pouvez nous parler un tout petit peu de la position russe ? Parce qu'on parle souvent du Sud global et en termes de relations internationales, les experts sont partagés. Certains disent qu'en réalité, c'est plus une marque un peu illusoire parce qu'il n'y aurait pas de cohésion entre ses membres et parfois même une compétition. D'autres disent si, ça existe. Alors, la Russie dans tout ça. Alors, d'abord, je partage votre analyse. Il y a beaucoup de domaines dans lesquels il n'y a pas de cohésion. Et puis, il y a surtout au sein des BRICS des blocs qui se constituent. Et quelque part, l'Afrique du Sud entraîne derrière elle l'Union africaine et le continent africain. D'ailleurs, sous l'égide du président Ramaphosa, pendant le Covid, s'est construit comme un véritable bloc de cohésion politique. Alors que ces pays sont très loin de s'entendre entre eux dans différents domaines. Mais les BRICS aiment dire qu'ils sont ensemble, en tout cas pour contrecarrer des ambitions postcoloniales, néocoloniales, impérialistes du Nord ou de l'Occident. Et là, la Russie est au premier plan de ceux qui critiquent le modèle occidental. Alors, la Russie, elle est autosuffisante. Elle a hérité de l'Union soviétique un réseau d'instituts scientifiques et ils ont fabriqué leur vaccin, Sputnik, qui est à peu près l'équivalent du vaccin AstraZeneca et qui est arrivé dans l'histoire au même moment que les autres vaccins, hein, au tout début de 2021. Ce vaccin a été exporté dans des pays de la sphère Asie centrale, Eurasie. Ce vaccin a servi à immuniser les Russes. Et ils sont autosuffisants dans ce domaine, avec, encore une fois, des ambitions d'exportation modérées, en particulier parce que leur vaccin, maintenant je retourne au Covid, n'a pas été préqualifié par l'OMS, et ce pour des raisons de modalité de fabrication. Hein. Ce n'était pas la nature du vaccin, c'était quelques problèmes de pratique de fabrication et d'incohérence entre différents centres qui les produisaient. Mais eux, après tout, ils ne cherchaient pas la préqualification de l'OMS puisqu'ils avaient leur marché intérieur et presque intérieur. Donc, ils s'allient avec les pays du BRICS dans les discussions du G20 auxquelles j'ai participé, mais ils sont restés très discrets dans l'ensemble. Et autre chose importante aussi, la Chine est restée très discrète. Donc les deux ont pris la parole avec des interventions assez techniques, des interventions qui ne portaient pas sur les grandes questions qui se posent, qui sont le financement de la préparation aux pandémies, très prudents, en disant qu'ils n'ont pas le mandat pour... voilà. Et on a vu ça aussi à l'Assemblée mondiale de la santé en mai 2025, où la délégation chinoise était de 140 personnes.
Donc, quelque part, ils sont là, mais restent très prudents. Et donc, à quel point ils rentreront, alors je parle de la Chine, dans le système multilatéral à pleine vitesse, dans quelle mesure ils souhaiteront remplacer, comme on le dit parfois, le vide créé par les États-Unis, ou bien resteront-ils comme ils le sont, avec une très forte présence bilatérale dans les pays africains en particulier, et bien sûr dans les pays d'Asie du Sud-Est. Et pour les Russes, qui souhaitent toujours rester dans le système multilatéral et qui affirment bien leur présence dans le système multilatéral, voudront-ils avoir d'autres ambitions que leurs ambitions internes et régionales? Je n'en suis pas certain. Donc pour l'instant, on est dans un multilatéralisme qui continue de fonctionner sans les États-Unis et sans hégémonie particulière d'un autre partenaire, du moins de ce que j'ai vu. Michel Kazatchkine, merci beaucoup d'avoir participé à ce podcast. Chers auditeurs, je vous recommande vivement de lire son article paru dans le numéro d'été de la revue Politique étrangère. Par ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner au Monde selon l'IFRI sur votre plateforme préférée et à suivre l'Institut français des relations internationales sur les réseaux sociaux. À bientôt pour un prochain épisode.